Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismarck. Très heureux de vous retrouver, émission du lundi au vendredi en direct. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse aux 5 nouvelles pratiques managériales imposées par le télétravail. On va en parler avec notre invité. Il est Operating Partner. Smart et réglo, 5 bonnes raisons et 5 bonnes raisons de signer un accord de performance collective. C'était dans les accords Macron en 2017. On en parle avec l'avocate Nathalie Attias, c'est dans Smart et réglo. Notre pause café, chaque jour avec Fanny Griesmer. On parle beaucoup de vélo, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, mais on parlera avec elle de la voiture. Bah oui, vous êtes un peu fainéant. Vous prenez votre voiture, mais même pour des petits trajets pour aller au travail. On va évidemment expertiser tout cela avec Fanny. Le cercle RH, notre débat quotidien, on parle du management de transition. Mais qu'est-ce que c'est que ce management de transition? Ça vient des États-Unis et ça a le vent en poupe avec évidemment cette crise Covid. On y reviendra avec une entreprise et puis une femme qui participe, une chef d'entreprise qui participe à ce management de transition. Puis enfin, fenêtre sur l'emploi, le recrutement avec Thierry Bismuth. Vous pouvez être le meilleur candidat, mais échouer à l'entretien. On fera le point avec lui parce que trop de pression, parfois, vous fait manquer le poste. On expertisera tout ça avec Thierry Bismuth. Mais tout de suite, notre rubrique Bien dans son job. Bien dans son job et bien dans son entreprise, bien dans sa start-up. Il y a des entreprises aujourd'hui qui traversent des moments difficiles, des crises, des moments de doute aussi. On fait le point aujourd'hui avec Yannick Belin. Bonjour Yannick. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous êtes alors Operating Partner, donc et on voit déjà que le concept nous arrive non pas de Suède, mais plutôt des États-Unis, chez INS Advisor. Alors c'est le tout premier réseau français d'Operating Partner qui sont des entrepreneurs expérimentés qui viennent au secours des entreprises. D'abord, avant que vous nous expliquiez le concept, votre parcours à vous, parce que ce n'est pas anodin l'histoire de ces 10 femmes et hommes qui sont dans ce réseau. En effet, oui, nous sommes 10, donc c'est un réseau qui a été créé en 2016, donc relativement récent. Le concept d'Operating Partner vient des États-Unis. Ça a été inventé en fait par les fonds d'investissement après la crise financière. Pour aider, 2008, hein de 2009, pour aider les chefs d'entreprise à redresser ou à tenir leur business plan, vu les difficultés qu'il y avait aux États-Unis à cette époque. Ça arrive en 2016 ici en France. Ça arrive en 2016, donc aujourd'hui nous sommes 10. Donc c'est difficile à trouver un operating partner parce que ça nécessite d'avoir, je dirais, au moins une vingtaine d'années d'expérience d'entrepreneur, réellement d'entrepreneur. Donc, pas de DG, pas de DG, pas de dirigeant d'entreprise. Donc entrepreneur, c'est-à-dire qui a risqué son propre fric, si je peux me permettre. Qui a pris des risques. Qui a pris des risques, qui a créé ou développé au moins deux entreprises. Ah oui. Et qui s'est libéré, et qui a suffisamment de temps aujourd'hui pour être libéré des contraintes opérationnelles, même si chacun, on continue à être dans l'écosystème entrepreneurial, soit en business angel, soit en tant qu'investisseur, mais on est beaucoup plus libre, donc nous avons décidé d'aider les chefs d'entreprise à passer un moment particulier de la vie de leur société. Surtout dans le contexte, on va revenir sur le télétravail évidemment. Il y a un petit message, j'allais dire politique avec un grand P, c'est-à-dire l'idée quand même de ne pas laisser mourir les entreprises sur le bord du chemin, parce que vous avez eu des responsabilités éminentes dans certains groupes de l'agroalimentaire, vous avez fait des LBO, vous auriez pu vous dire, écoutez, je vais aller à la pêche et je vais couper mes roses. Non, vous avez dit, je vais aider les entreprises. Il faut aimer le golf, on n'aime pas tous le golf. C'est un joli sport. C'est un très joli sport. Non, je crois que oui, il y a un message, je dirais, pas simplement d'empêcher les entreprises de mourir, mais aujourd'hui de les développer. Il ne s'agit pas simplement d'intervenir en situation de difficulté. Aujourd'hui, notre intervention, elle est autant, voire même plus, en gestion de la croissance. Et comment passer une phase, je dirais, de changement, en gestion du changement dans l'entreprise, qu'en redéploiement, ça arrive aussi, évidemment, mais ce n'est pas la majorité de nos interventions. Exemple concret pour être extrêmement précis, parce que ce concept d'operating partner, il est assez nouveau, on l'a peu encore entendu, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, mais vous êtes physiquement dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'un accompagnement stratégique, mais d'un accompagnement stratégique et opérationnel. C'est-à-dire on intervient sur différentes problématiques qui sont comment changer le business model, le faire évoluer, comment établir un plan à 3 ou 5 ans et le structurer,
ou sur des problématiques de structuration de l'organisation ou de levée de fonds, mais sur des problématiques qui sont sur une durée précise. C'est quoi? C'est 6 mois la durée? Un an? C'est entre 4 mois et un an, suivant les problématiques. Et la différence, je dirais, avec les structures, c'est que, nous avons l'expérience, c'est-à-dire on sait se mettre à la place du chef d'entreprise. Sans s'y mettre vraiment, d'ailleurs. On comprend sa posture. C'est vraiment un copilotage, c'est pas un pilotage, on ne se met pas à sa place. Donc, ce n'est pas du management de transition, c'est vraiment un dont on va parler tout à l'heure. C'est un autre concept complémentaire. Et le deuxième aspect, c'est qu'on continue à avoir l'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire on s'engage sur des résultats et une partie de la rémunération est faite sur des résultats sur lesquels on se met d'accord dès le début. Oui, parce qu'en préparant l'émission, vous me disiez que ce n'était pas l'argent qui guidait forcément vos pas, même si évidemment il y a rémunération, il faut être rémunéré, mais qu'il y avait aussi comme ça une forme d'engagement, d'accompagner et de faire grandir l'entreprise, parce que ce que vous aimez, c'est l'aventure de l'entrepreneuriat. Ce qu'on aime, c'est apporter, on est tous dans des âges, je dirais aux alentours de 50-60 ans. Donc, vous ne faites pas. On est dans la cinquantaine pour la plupart. Et oui, il y a une problématique, je dirais, il y a une volonté de transmettre aujourd'hui son expérience et d'éviter des erreurs qu'on a déjà commises nous-mêmes. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on parle du télétravail, vous êtes, j'imagine, énormément en conseil sur ces questions. D'un point de vue physique et pratique, les 10 intervenants, c'est pas beaucoup. Physiquement, on leur fait une petite place dans le bureau. Le PDG, le directeur général, le gérant laisse un petit espace sur le bureau. Comment vous faites physiquement, vous qui intervenez? On est physiquement... Évidemment, la période actuelle est un peu compliquée pour tout le monde, on en va en reparler, mais nous sommes toutes les semaines ou toutes les 2 semaines dans l'entreprise et ensuite on a des rapports télétravail justement avec les chefs d'entreprise pour pouvoir avancer avec des points d'étape précis. D'accord, et vous fixez évidemment un point d'entrée, un point de sortie. À la revoyure à 6 mois, on fera le point pour savoir si ce que j'ai mis en place avec vous, en co-construction, parce que c'est de ça. C'est exactement. Quelques mots sur les pratiques managériales liées au télétravail, parce que ça, j'imagine que c'est des questionnements de vos clients qui vous disent, moi je ne sais pas comment faire. C'est un vrai questionnement aujourd'hui de la part des chefs d'entreprise. Très fort. À mon avis, il est particulièrement difficile parce qu'en fait, on est en train de vivre une révolution à chaud. Sans avoir le temps de s'y préparer. Sans avoir le temps de s'y préparer, sans y avoir véritablement pensé en amont. Puisque le chef d'entreprise aujourd'hui doit à la fois gérer une situation de crise et penser à la pérennité de son entreprise et révolutionner ses pratiques managériales, dont le télétravail est un aspect, mais qui fait partie de toute la révolution digitale. Donc il n'y a pas que le télétravail, mais le télétravail est un aspect essentiel parce qu'il touche les relations humaines et la manière dont on fonctionne en fait. C'est un frein, cette crise Covid et ce télétravail, ça vient freiner une entreprise qui aurait le désir d'être en croissance et qui aujourd'hui se retrouve, pas en difficulté, mais pas loin? Il y a un vrai risque de perte de productivité avec le télétravail. Vous le pensez, ça c'est... vous le constatez en tout cas. Il y a un vrai risque de perte de productivité et c'est au chef d'entreprise de transformer ce risque en opportunité parce que si on le pense et si on est capable de se changer soi-même d'abord... Oui, ça c'est un élément important. Et changer ensuite son organisation, on peut le transformer en opportunité parce que les premières qui sauront vraiment faire fonctionner avec le télétravail auront un avantage comparatif sur les autres. Donc on revoit, ça c'est un des premiers conseils, on revoit son organisation personnelle, on revoit son organisation managériale, et puis on essaie de récupérer par les bretelles ceux qui coulent ou ceux qui sont en surtravail parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes s'organiser dans leur emploi du temps de télétravailleurs. Je dirais qu'il y a 4-5 aspects qu'il faut regarder dans le télétravail. Le premier, c'est en effet réfléchir sur son organisation. On ne peut pas travailler de la même façon en télétravail que ce qu'on a l'habitude de travailler en passant, boire un café. Un chef d'entreprise, surtout un patron de PME, il faut comprendre, il est toujours pris par le temps. Il a 5 sujets à gérer en même temps. 10 sujets à prendre. La question, c'est prendre des décisions rapides. Et souvent, c'est par des petites réunions informelles ou c'est en voyant les gens ou en passant dans leur bureau qu'on prend des décisions et qu'on gagne du temps. Par le télétravail, c'est plus possible. Donc, il faut absolument être beaucoup plus cadré, avoir un agenda. Des temps dédiés. Respecter soi-même les timings, les rendez-vous, la durée des rendez-vous. C'est de l'éducation personnelle, ça. Donc ça demande une discipline aujourd'hui qui est difficile pour tout le monde. Le deuxième aspect, je dirais, moi, c'est on ne peut plus manager par le pouvoir. C'est-à-dire il faut manager par la confiance. Quand on manage à distance, c'est essentiel. Il faut faire confiance à ses collaborateurs et leur donner des objectifs, évidemment les contrôler,
mais on est obligé de manager par la confiance. On l'entend beaucoup, c'est-à-dire lâcher la bride, laisser le collaborateur faire des propositions. C'est dur pour les patrons de PME parfois, ça. C'est dur parce que c'est une révolution aujourd'hui dans leur comportement. Et on sait que c'est le plus difficile, c'est la base. Modifier ces comportements. Un dernier mot, parce qu'il nous reste peu de temps. Il y a un des éléments, vous dites se garder du conformisme pour continuer à innover. C'est-à-dire, c'est quoi? Il faut à la fois cadrer et être très structuré dans son cadrage d'organisation, mais il faut continuer à créer. Il faut être cadré, il faut soutenir, parce qu'il y a le risque de démotivation de ses collaborateurs. Et oui. Et il ne faut pas penser que le télétravail va permettre une créativité comme d'habitude. Mais non. On ne crée pas en télétravail. Il y a un média, on passe du théâtre au cinéma, et en cinéma, on a un scénario. Le risque, c'est que le scénario devienne obligé pour tous les collaborateurs, y compris pour le patron parfois. Donc, il faut absolument créer des espaces collaboratifs, des groupes collaboratifs, et aussi se dire que de toute façon, si on veut que son entreprise reste une entreprise innovante, il faut qu'on se réunisse et il faut créer le groupe. Et ça, on ne le fait pas à distance. Ah oui, donc il faut à la fois être très structuré et en même temps se projeter et vers l'avenir, vers l'avant. Jannick Belin, vous avez vu, le temps est passé à une vitesse folle. On avait encore plein de choses à se dire sur la façon dont vous organisez ce travail avec ces entreprises. C'est concret, c'est réel. Ça s'appelle l'Operating Partner chez INS Advisor. Et vous êtes un petit groupe de 10 entrepreneurs motivés, passionnés. Merci d'être venus nous rendre visite. La suite, ça va vous intéresser parce que tous les jours dans Smart et Réglo, on a un avocat, une avocate qui vient nous éclairer. Et là, on parle des accords, évidemment, des accords concernant les accords de performance collective. C'est une petite révolution dans l'entreprise. Je suis sûr que c'est une des questions d'ailleurs qu'ils vous posent, évidemment, dans l'organisation du travail. C'est tout de suite, c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo, focus juridique chaque jour avec un avocat, une avocate, un avocat. Aujourd'hui, on s'intéresse avec Nathalie Attias, qui est déjà venue sur notre plateau. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation de Smart et Réglo. Avocate, présidente fondatrice de Mes Accords Collectifs, avec un S.com. On s'intéresse aujourd'hui à ces accords de performance collective. Alors, on en avait parlé au tout début. Pour resituer, c'est évidemment les accords Macron de 2017 qui avaient ficeler cette nouvelle mesure. Vous avez 5 bonnes raisons. Vous allez développer les 5 bonnes raisons. C'est vrai qu'en contrepoint, on découvre quand même qu'il y a quelques rififis dans certaines entreprises. Je pense à Airbus, je pense à des sous-traitants à qui on a dit il faut faire plein d'efforts, baisser le salaire, flexibilité. Racontez-nous ces accords collectifs. En quoi c'est utile de le faire et pourquoi il faut les faire ou les accepter? Bien sûr. Alors oui, en effet, c'est une révolution, mais ça existait un petit peu déjà. C'est-à-dire qu'avant 2017, il y avait déjà 3 types d'accords qui permettaient d'intervenir sur des sujets de cette nature. Mais ce qui est révolutionnaire en 2017, c'est d'abord on simplifie, on fait un accord de performance collective qui va permettre à l'entreprise de s'adapter en fait aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché et donc vraiment de pouvoir coller aux besoins de son entreprise. Et ce qui est surtout révolutionnaire, c'est que, c'est ce que dit l'ordonnance Macron, c'est que ça peut contenir des dispositions qui sont contraires au contrat de travail. Et ces stipulations contraires, si elles peuvent s'imposer aux salariés. C'est-à-dire que au contrat. Voilà. Et si le salarié refuse, à ce moment-là, l'employeur est légitime à licencier. C'est là la révolution. Pour faute grave et sérieuse ? Non, pas du tout. C'est un motif qui est dicté par l'intérêt de l'entreprise. D'accord. Et donc là, on peut licencier alors qu'avant, on ne pouvait pas. C'est-à-dire qu'il fallait justifier du motif économique, etc. Et c'est ça la révolution. Et donc, en fait, du coup, on peut proposer un accord de performance collective aux salariés de l'entreprise. Alors, c'est un accord collectif de droit commun. D'ailleurs, moi, dans ma plateforme que j'étais venue présenter, parce que vous m'aviez gentiment invité pour le faire, j'ai modélisé un accord de performance collective parce que c'est un vrai outil de développement pour l'entreprise. C'est quoi, un contrat de performance collective type, en quelque sorte ? Non, alors c'est un accord collectif que... Parce qu'il varie entre chaque entreprise. Certaines disent, bien sûr. Nous, on va faire baisser plutôt augmenter le travail. Alors, on peut faire quoi ? On peut faire... Les leviers, de la modification de la rémunération. Donc, par exemple, ce sont des réductions de primes. Ça peut être aussi de la modification du temps de travail. Donc, Exactement. on peut aussi mettre en place un forfait jour. On peut aller au-delà de la durée légale du travail. Ça s'est fait, par exemple, à Vesoul, chez PSA, en juin 2018. Et PSA avait dit, voilà, moi, je vous propose un accord de performance collective avec la possibilité je crois que c'était une baisse, une réduction des primes de mémoire. Et en contrepartie, je vous préviens, je m'engage à embaucher 80 salariés. Et
finalement, ça a marché. C'est-à-dire que non seulement ça a permis de ramener de l'activité sur le site de Vesoul, ça a permis de transformer le site. Et en contrepartie, l'employeur a recruté 105 salariés versus les 80 qu'il avait proposé de faire. Le sous-traitant d'Airbus, pour être précis, c'était la suppression du 13e mois, par exemple. Ça, c'est prévu. C'est ça. C'était une réduction de prime. Donc, ça a été accepté. Et voilà. Les salariés ont joué le jeu. Pour moi, c'est typiquement l'accord win-win. C'est-à-dire, c'est vraiment l'accord gagnant-gagnant. Je vous propose certes des réductions ou des augmentations de temps de travail. Ou des augmentations de temps de travail. Et en contrepartie, vous acceptez je m'engage à ne pas licencier. C'est ce qui a été fait, par exemple, ça a été proposé en novembre 2020 chez ADP. Les salariés ont refusé. Et là maintenant, ils sont en train de mettre en place une rupture conventionnelle collective. D'accord. Et c'est arrivé aussi à l'équipe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a un conflit. En juin 2020, ils avaient proposé un accord de performance collectif où ils disaient on baisse les primes, on met en place un forfait jour et en contrepartie, on ne fait pas de licenciement jusqu'en 2024. Ils ont refusé. Ils ont mis en place un PSE. Et là, aujourd'hui, vous savez, c'est 80% de salariés qui ont été en grève. Avec des licenciements prévus. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment une manière de responsabiliser les salariés. Permettre à l'entreprise justement d'essayer ou de sortir d'une crise ou d'anticiper une crise. Parce que c'est important, Arnaud, pardon. Oui, parce que c'est pas lié au contexte économique. Voilà, on le fait quand on veut. Exactement. On peut faire un accord de performance collective sans avoir de difficultés économiques. C'est ça l'intérêt, parce que la nouveauté, on est dans l'anticipation. Et si on anticipe, on n'est plus dans cet outil. On est dans les outils comme la rupture conventionnelle collective qui, encore que, elle peut se faire également en dehors de difficultés économiques, mais on tombe après dans le PSE, en effet. Le dialogue social, puisqu'il faut en dire un mot, c'est évidemment sous couvert d'un dialogue social et d'un accord social. Il arrive fréquemment, et c'est précisé évidemment dans les textes, quand il n'y a pas de délégués syndicaux, on s'appuie sur qui? Alors, c'est un accord collectif de droit commun. Donc c'est le délégué du personnel? Par principe, c'est avec les organisations syndicales. S'il n'y a pas de DS, à ce moment-là, ce sera avec un élu qui est mandaté ou non par une OS. S'il n'y a pas d'élu, à ce moment-là, ce sera par un salarié qui sera mandaté ou non par une OS. Grosse responsabilité. Et s'il n'y a rien, à ce moment-là, ça peut être un référendum. Nathalie, on a eu ce débat au tout début, puisque cet accord de performance collective avait été évoqué sur ce plateau à l'occasion d'un débat. Et de mémoire, une des intervenantes, une juriste, expliquait que cet accord allait finalement être assez peu plébiscité. Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises l'utilisent? Ou est-ce que pour les raisons qu'on évoque, qui créent parfois du conflit et de l'incertitude, ils ne l'utilisent pas? On en est où là aujourd'hui de ces accords? C'est nouveau, hein, c'est un dispositif qui existe que depuis 2017. Là maintenant, vous imaginez bien que ce qui inquiète, c'est qu'avec la crise dans laquelle on entre et qui va être assez sévère, c'est un dispositif qui malheureusement est trop tard. Parce que là, aujourd'hui... Il fallait l'anticiper, donc. Eh oui, il fallait l'anticiper. Donc, si vous voulez, ça a été un chantier intéressant dont on a beaucoup parlé sur le terrain il y a l'année dernière. Exact. Mais là, maintenant, j'ai bien peur qu'on tombe dans des dispositifs... Les fameuses ruptures conventionnelles que vous évoquiez. Alors, il y a les ruptures conventionnelles collectives. Mais attention, la rupture conventionnelle collective, ce n'est jamais qu'un appel au volontariat, en vérité. C'est-à-dire qu'on propose aux salariés de faire un plan de rupture conventionnelle. Ce qu'on appelle un guichet, en fait. Oui, c'est ça. On leur dit, voilà, moi, je vous propose, je vous préviens que je vais accepter des ruptures conventionnelles. En fait, c'est ça. Parce que la rupture conventionnelle, c'est un accord de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Et aux collaborateurs de se présenter à la DRH en disant, moi, je suis prêt. Exactement, je propose. Vous dites que vous allez mettre en place tel et tel dispositif. Ben moi, je suis OK pour partir. C'est comme un appel au départ volontaire, la rupture conventionnelle collective. Donc, sauf que c'est une rupture conventionnelle. Donc, le conseil de Nathalie Attias, au-delà des inquiétudes des salariés, qui ont finalement l'impression de se faire un peu rouler dans la farine, c'est que malgré tout, il est utile pour éviter des situations de drames sociaux qui arrivent là. Si vous voulez, aujourd'hui, un salarié qui ne veut pas faire une rupture conventionnelle, l'employeur derrière, il a toujours la possibilité de le licencier. C'est important de le préciser. Oui. Donc, évidemment, après, il faut constituer le dossier, il faut avoir des éléments, il faut avoir un motif, etc. Et là, il faudra justifier la crise économique, le contexte. Et voilà, il faut justifier du motif économique. Alors de la rupture. Mais le problème, c'est que la rupture conventionnelle, il faut être deux. Et aujourd'hui, les salariés n'ont pas vraiment envie d'accepter une rupture conventionnelle parce que derrière, il faut pouvoir retrouver un emploi. Et on sait que le marché est un peu tendu. Ouais. C'est une question de stratégie, d'où l'intérêt de faire au bon moment des accords de performance collective qui permettent d'anticiper la crise pour l'amortir le plus possible. Avoir une vision à long terme. Ça suppose d'avoir une vraie réflexion de gestion, et un vrai dialogue social, si je peux me permettre. Un vrai dialogue social, une vraie évidemment. Pédagogie. Mais le dialogue social, on l'a par exemple dans la gestion prévisionnelle des emplois. Oui. Ça aussi, c'est en amont de la réflexion d'anticipation. Merci Nathalie Attias d'avoir fait de la pédagogie sur ces accords de performance collective qui se passent plus ou moins bien en fonction des entreprises, mais qui est un outil, dites-vous, en tout cas utile pour essayer
essayer de passer ce moment difficile qu'on va traverser et que l'on traverse. Merci, je rappelle que vous êtes avocate, présidente fondatrice de mesaccords.com. Tout de suite, c'est bien la pause café. Bah oui, faisons une petite pause café. Alors, on va partir en voiture. Bah oui, pourquoi pas partir en voiture? Fanny Griesmer nous explique tout. Fanny Griesmer, tout sourire, comment allez-vous? Qui est venu à pied. Et qui est venu à pied, bah oui, vous n'avez pas eu très loin non plus à faire pour venir dans le studio. C'est intéressant parce qu'on avait beaucoup parlé, et on en parle beaucoup d'ailleurs sur ce plateau, des moyens de locomotion vertueux, le vélo. Non, aujourd'hui, vous êtes intéressé à un sujet passionnant qui est l'utilisation de la voiture. Et pas uniquement dans le cadre de la crise Covid, on va en parler, mais d'une manière générale, avant la crise, malgré les campagnes, malgré la volonté de ne pas polluer, les Français, les salariés, ils apprennent leur petite voiture. Ouais, surtout quand il s'agit de se rendre au travail, 3 Français sur 4 prennent le volant pour aller travailler. C'est le résultat d'une enquête de l'INSEE, basée, je le précise, sur les données du recensement de 2017. Une voiture que l'on prend lorsque notre lieu de travail se situe à moins d'1 kilomètre de son domicile, et cela concerne près d'un Français sur 2. Alors 1 kilomètre pour faire court, c'est à peu près 10 à 15 minutes à pied en fonction de son allure. C'est moins de 5 minutes en vélo. Mais non, on prend quand même sa voiture. Il y a un phénomène sociologique là. Résultat très surprenant, on ne va pas se le cacher, on est largement sensibilisé aux problématiques écologiques. On nous a aussi alerté sur les risques de la sédentarité avec les risques et les effets néfastes du manque d'activité physique sur notre santé. Et pourtant, non, voilà, on essaye de faire court, rapide. C'est toujours la course le matin entre se préparer les enfants. Voilà. Et en plus, si le réveil n'a pas sonné, là, c'est clairement le sprint. Et là, on accélère et on prend d'ailleurs des risques de renverser quelqu'un sur la route. Enfin, il y a toutes ces questions. Très prudent. Non, mais il y a un vrai débat aussi sur ces. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'INSEE a creusé un peu le pourquoi du comment, comme on dit? Pourquoi sommes-nous si attachés à cette voiture? L'INSEE a tenté de comprendre. Premier cas de figure avancé dans l'enquête, on a plusieurs lieux de travail. Bah oui, donc pour se déplacer entre les différents lieu, on prend sa voiture. Ou bien on est amené à faire des déplacements pendant sa journée de travail, ce qui est le cas par exemple pour les commerciaux. On peut avoir aussi besoin d'utiliser sa voiture pour d'autres activités avant, pendant la pause déjeuner ou après sa journée de travail, par exemple pour faire les courses ou si vous déposez vos enfants à l'école ou chez la nourrice. Ça c'est vrai en province, peut-être moins vrai à Paris, parce que pour se garer, c'est pas si simple. Oui, vous perdez du temps en fait. Voilà, le temps gagné en voiture est rapidement perdu. Il y a aussi les problèmes de santé qui peuvent expliquer le recours systématique à l'auto, le besoin de transporter du matériel, par exemple, on prend le cas des artisans, bien sûr. Mais aussi et surtout l'habitude. Oui, l'habitude, on a toujours fait comme ça et on ne voit pas pourquoi on ferait autrement. Il peut aussi peut-être pour certains qui sont un peu frileux, parce que l'hiver c'est compliqué, il faut le dire, il pleut. Une écharpe, on met une écharpe, bonnet, un parapluie. Je vais me faire disputer. Là, on parlait d'un cas de figure avant Covid, c'est une étude de 2017 que vous évoquez. Là, aujourd'hui, avec le Covid, ça a changé, ça change pas? Les choses ont bien changé. Alors c'est vrai que qui aime ce trajet finalement? Vous aimez, vous, ce temps de trajet pour aller au bureau? Peut-être que je vais... Je ne sais pas, mais en fin de journée, généralement, on a plutôt envie de se télétransporter chez soi. Oui, c'est vrai, on aimerait bien le temps de trajet, c'est un temps de décompression, non? Oui, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on associe ça aux embouteillages, aux ennuis, aux désagréments en tout genre, à de la perte de temps surtout. La vie nous a plutôt habitués à les détester, sauf que pour ceux qui sont en télétravail aujourd'hui, eh bien, ces trajets n'existent plus. Et avec un peu de recul, garage. Avec du recul, on le sait, quand quelque chose n'existe plus et quand on en est privé, eh bien, ce quelque chose en question nous manque. C'est une frustration. Et là, on s'aperçoit que ces trajets, finalement, ils étaient salutaires, ils nous faisaient du bien. Certains en viennent même à regretter les bouchons, la promiscuité dans le métro. Pour les raisons que j'évoquais. Exactement, parce que finalement, ce trajet, c'est un petit interlude avec de la musique ou non. Vous pouvez aussi prendre ce temps pour faire du sport, c'est le cas si vous faites de la marche ou du vélo. On peut passer des coups de fil dans sa voiture. C'était une soupape de décompression nécessaire, un temps pour soi, qui permettait aussi de déconnecter de sa vie professionnelle pour se reconnecter à sa vie personnelle. Alors face à ce manque,
Il y a ce besoin de marquer la frontière. C'est un paysage noir, il y a quand même des gens qui font du vélo, Fanny, quand même. Il y a quand même des gens qui font du vélo, qui le prennent. Cet engouement dont on parle post-premier confinement, ça ne concerne pas forcément les trajets pour aller travailler, en réalité. Donc voilà, si vous avez besoin de marquer la frontière entre la vie pro et la vie perso, Microsoft a décidé de créer une fonction trajet virtuel. Ce n'est pas une blague. Et elle sera bientôt disponible sur la plateforme de travail collaboratif Teams. Alors, celle-ci n'allumera pas votre voiture à distance, elle ne vous installera pas non plus à bord d'un métro virtuel où vous verrez défiler les stations pendant une bonne demi-heure. Elle ne recréera pas non plus le brouhaha du métro si caractéristique. Non, mais vous aurez un rappel en fin de journée pour vous prévenir qu'il est temps de réduire la voilure. Ah oui. Elle vous invitera également à une petite séance de méditation. Donc, il vous indique que c'est la fin du boulot et que dans la vraie vie, on serait sorti du boulot. Et que ça vous permet aussi de vous préparer à ce qui vous attend pour le reste de la soirée, c'est-à-dire s'occuper du linge, préparer le repas, s'occuper des devoirs des enfants. Voilà, les bonnes choses qu'on adore. La vie du quotidien, évidemment, Fanny. Merci de nous avoir alertés, en tout cas parce que c'est une forme d'alerte. Essayez d'être vigilant de temps en temps. Laissez votre voiture et prenez vos jambes, c'est pas mal. J'adore marcher, donc c'est vrai que moi je conseille, dès qu'on peut, laissez-la au garage. C'est vrai qu'il y a des professions plus compliquées. Les artisans, je pensais aux infirmières aussi et d'autres professions qui ont besoin de leur véhicule pour... Mais essayez de lâcher le volant, comme on dit. Merci Fanny. On se retrouve demain pour une nouvelle pause café. La suite de nos programmes, vous le savez, c'est le cercle RH, notre débat. Et on s'intéresse au management de transition. Alors, on a évoqué tout à l'heure un sujet sur les operating partners, qui sont des chefs d'entreprise qui accompagnent. Là, le concept est encore un peu différent et on va l'expertiser avec un des leaders du marché, puis avec l'une des chefs d'entreprise qui se déplace justement à la rencontre des entreprises qu'elle va aider. C'est le débat du jour et on en parle juste après. Le cercle RH, notre débat du jour, le débat quotidien. Vous êtes en direct sur Bismart. On s'intéresse au management de transition. Mais qu'est-ce que c'est donc le management de transition ? Ça a le vent en poupe. Ça a démarré il y a déjà une vingtaine d'années. Ça part des États-Unis, mais c'est arrivé en France. Ça se développe beaucoup ici en France. On les appelle les urgentistes, les pompiers. Ce sont des chefs d'entreprise ou des cadres supérieurs qui ont un statut d'indépendant et qui vont aller à la rencontre d'une entreprise parce qu'elle est en galère, parce qu'elle est en difficulté. Et ils vont réellement s'impliquer, s'intégrer dans l'entreprise pour la redresser, pour la réorganiser, pour faire en sorte qu'elle aille plus loin. On fait le point parce que c'est un concept qui marche très fort avec ce concept de télétravail, de difficulté. C'est vrai que les entreprises sont aujourd'hui dans une phase un peu d'incertitude. Patrick Abadie, merci d'être avec nous, président et cofondateur de Delville Management. Merci de votre invitation. Mais c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le numéro 2. Oui, c'est tout. Vous avez encore une marge de progression, c'est ça. Vous Exactement. êtes le numéro 2 de ce marché qui est très porteur. On va y revenir parce que les recrutements que vous faites, ceux que vous choisissez, sont vraiment des gens qui sont les meilleurs la plupart du temps dans leur domaine et que vous allez ensuite projeter un peu comme des soldats d'élite qu'on projette sur une zone de crise, pour ne pas dire une zone de guerre. Et ce qui est intéressant avec nous aujourd'hui, c'est qu'on a Sylvie Cavillon. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous connaissez bien parce que Sylvie, vous êtes chef de projet informatique, projet transverse et vous êtes indépendante dans l'industrie. Vous avez une carrière d'abord dans l'entreprise. Tout à fait, exactement. Une très longue carrière, plus de 20 ans dans l'entreprise avec différents postes, différentes manières d'agir. Et puis, vous êtes devenue une indépendante. D'abord, pour commencer, avant de donner la parole à Patrick Abadie, vous êtes aujourd'hui, vous vous situez comment quand vous vous présentez dans un dîner ? Je suis indépendante, je fais du management de transition. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, je me présente comme étant indépendante. Je suis manager de transition depuis 9 ans maintenant. Voilà, 9 ans. J'ai eu une carrière en tant que salarié avant, pendant plus de 13 ans. Dans l'informatique ? Dans l'industrie, dans l'informatique, mais dans le secteur de l'industrie, ça a toute son importance, puisque je travaille quasi exclusivement dans l'industrie. C'est un secteur qui me passionne, qui est passionnant. Et donc voilà. Milieu d'hommes ? De moins en moins, mais encore. Oui, encore. Un peu quand même. Oui. Même si effectivement il y a des ingénieurs femmes, il y a des gens qui peinent. Patrick Abadie, d'abord,
comment vous la regardez aujourd'hui, Sylvie? Parce que elle travaille pour vous en indépendante, vous lui confiez des missions. Juste un mot, les missions que vous avez faites, c'est quoi? 5, 6 mois, 1 an? C'est quoi? C'est variable. C'est une durée à peu près de 9 mois, 1 an. On est sur cette durée-là. Après, il y a des clients qui prolongent sur d'autres projets. Moi, je fais de la gestion de projet, donc ça peut partir sur un autre projet. Donc, on peut continuer avec le même client sur un autre projet. Mais oui, la durée moyenne, c'est 9 mois, 1 an à peu près. Vous lui dites quoi? Vous la recevez comment dans votre bureau? Vous lui dites: allô Sylvie, viens voir très vite, j'ai une mission pour toi. C'est mission impossible, quoi. C'est le film. Vous avez raison, exactement. Vous avez raison de le souligner. Le management de transition, c'est un concept qui est relativement nouveau quand même. Donc, impliquer des cadres dirigeants sur des missions de 9 mois en moyenne, mais toujours en mode urgence, parce qu'il y a un enjeu important chez nos clients. Alors, nous, notre pari, c'est de dire en 72 heures, on est capable de... 72 heures. En 72 heures. En 72 heures. Vous avez une demande. Vous avez une demande. Exactement. Et vous dites une demande client. Et en 72 heures, on répond. C'est notre promesse client. On répond à notre client en disant: vous allez rencontrer 3 managers de transition qui sont disponibles lundi prochain pour démarrer votre mission. Nous, on est des urgentistes de l'entreprise, vous l'avez souligné. On est des retireurs d'épines dans le pied de nos clients, de nos décisions. Mais Patrick, juste en un mot, on entend bien, le chef d'entreprise est en difficulté, il vous confie ses difficultés, vous faites un diagnostic assez précis pour cibler, et ensuite le chef d'entreprise, il a quand même 3 possibilités de manager, il peut choisir, ou c'est vous qui lui imposez Sylvie, vous dites: celle que nous avons, c'est la meilleure, aujourd'hui dans ce domaine, c'est Sylvie, vous n'avez rien à dire. Non, on essaie généralement de proposer, un choix, mais on travaille évidemment dans l'urgence. Donc chaque demande client, c'est une course contre la montre, sachant qu'on gère à peu près 40 demandes clients par mois aujourd'hui. C'est-à-dire tous les jours, il y a 2 clients qui nous appellent en disant: je cherche un directeur financier, je cherche un directeur général, ou je cherche un manager de projet industriel comme Sylvie. Je pensais qu'on manquait que de main-d'œuvre dans les métiers manuels, les bouchers, les chaudronniers, mais je vois aussi qu'il y a une très forte tension sur ces DAF, sur ces métiers-là. Comment vous l'expliquez, vous qui avez un regard sur le marché, en fait? Pourquoi ils sont... Pré-Covid, on parle de plein emploi sur les cadres dirigeants. Il faut se remettre. Au mois de janvier dernier, il y a un an, on est à 3,5% de chômage sur les cadres dirigeants. C'est aussi peu qu'aux États-Unis. 3,5%, on ne sait pas faire en dessous. Donc on a un problème pour identifier des managers de transition disponibles. Ça, c'était avant le Covid. Alors aujourd'hui, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, il y a des managers qui sont un petit peu plus disponibles, mais on reste quand même sur de grandes tensions. Mais excusez-moi, vous chassez vous-même, ou le manager, et je poserai la question à Sylvie, pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, pour des raisons aussi d'organisation de sa propre vie, vient frapper chez Delville et dit: toc toc, bonjour, voilà, j'ai tel profil, j'ai tel CV, je suis prêt. Non, alors, vous l'avez souligné, aujourd'hui on est le 2e du marché, donc c'est vrai qu'un manager de transition, alors la moyenne d'âge du manager de transition, c'est 50 ans, j'ai vu, non, c'est ça? 50, voilà. Ouais, en termes de nombre d'années d'expérience, on n'offense personne, hein. On va être plutôt autour d'une 30aine d'années d'expérience. Voilà. Pour ce qui fait plutôt une 50aine d'années de vie, quoi. Exactement. Et donc, ce sont des managers qui se disent: à un moment donné, pour terminer ma carrière, j'ai envie, je fais le choix d'utiliser le management de transition. Mon expérience. Exactement. Alors, il n'y a pas de managers, comme j'aime à l'expliquer, qui sont en CDI dans une position de responsable dans l'entreprise et qui décident du jour au lendemain de démissionner pour se tourner vers un cabinet comme Delville pour aller rechercher des missions. C'est pas comme ça que ça arrive. En revanche, on a des transformations dans les entreprises, peut-être des fusions, peut-être qui font qu'à un moment donné, les gens se retrouvent en dehors du marché de l'emploi. Un peu à l'étroit. Ils disent: tiens, si j'utilisais le management de transition pour rebondir. Et aussi pour m'éveiller sur finalement une autre manière de travailler qui est plus celle de l'organisation du rapport de subordination. Exactement. Bah oui, Sylvie, je pose la question. Il y a 9 ans, il y a eu une bascule dans votre vie. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous basculez? Je suis peut-être un petit peu le contre-exemple de ce que vient de dire Patrick, c'est que moi, c'était un vrai choix. C'est-à-dire qu'il y a 9 ans, j'ai fait le choix d'une rupture conventionnelle dans le dernier poste où j'étais salarié depuis 7 ans. Membre du comité de direction, enfin un poste responsable de belle produit. Responsabilité, beau poste. Vraiment un job passionnant. Vous étiez arrivé là où vous vouliez aller, quoi. Oui, c'est ça. Mais preuve que non, puisque je me suis dit,
Je suis quelqu'un qui a envie de nouveauté, souvent. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix de métier. Il faut que ça bouge. Faut qu'il y ait des projets nouveaux, il faut que ce soit des projets ambitieux. Voilà. Et quand je suis arrivée au bout d'un projet, voilà, je m'en vais vers un autre, tout simplement. Vous êtes un peu une aventurière aussi, il faut avoir un petit peu le goût de l'aventure. Oui, j'aime pas beaucoup l'ennui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais excusez-moi pour être concret, et je poserai la question à Patrick Abadie, mais j'ai lu dans un papier des Échos qu'il y avait quand même, à certains égards, quand vous entriez dans l'entreprise, d'ailleurs, première question, comment on vous accueille? Parce que c'est physique tout ça, on pousse une porte, on vous ouvre un bureau, on vous ouvre l'ordi, c'est important. Ces premiers moments-là, ils sont décisifs, non? Oui. La façon dont vous allez tout de suite vous immerger. Comment vous le vivez, comment vous faites? Parce que c'est pas simple, ça. Alors, c'est pas simple. Moi, j'arrive avec beaucoup d'humilité déjà. Parce que c'est pas par la direction, généralement, puisque c'est eux qui nous positionnent. Évidemment, on est extrêmement bien perçus. Non, par la direction, on est plutôt bien perçus. Bien sûr. Non, mais je parle des cadres intermédiaires qui disent, mais qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est là où ça commence à poser problème. Bah oui, ça veut dire qu'on ne fait pas notre boulot ou quoi? Mais oui, ça veut dire qu'en fait... probablement, ils n'ont pas trouvé en interne la ressource adéquate pour mener le job ou la mission. Et du coup, on allait la chercher ailleurs. Donc, et généralement, effectivement, c'est au niveau en dessous où ça grince un peu des dents, où on peut avoir de la rétention d'informations, on nous met un peu des bâtons dans les roues. Comment on fait? On s'impose, on y va en souplesse, on fait de la psychologie. Il faut être... c'est ça. On y va, je dirais, entre le management directif et le management participatif. D'accord, de temps en temps, il faut mettre un petit coup de poing sur la table. Il n'y a pas le choix, déjà, parce qu'on est avec des humains et que tous les humains ne vivent pas le management de la même manière. Il y en a qui sont... Et puis, ça dépend aussi des enjeux. C'est-à-dire que les enjeux... quel est l'objectif qui est fixé? C'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'un manager de transition va toujours garder à l'esprit. Oui. Mon but, c'est ça. Mais ça passe par de l'empathie, de beaucoup. Voilà, on reste des humains, managers de transition ou pas, et donc il faut créer le lien dans l'entreprise. C'est une des clés du succès des missions de transition. En revanche, sans dévoiler les secrets, Patrick Abadie, quand le chef d'entreprise vient vous voir, il vous pose un peu tous ces problèmes sur la table. Exactement. Donc il vous dit, quand votre manager de transition va arriver, ça va coincer à tel niveau de service parce que ça va bugger, c'est là-dessus que ça bug. Et vous le savez tous, il ne faut pas se cacher la vérité. Vous-même, quand vous envoyez en mission, vous savez que c'est à l'endroit précis de cette entreprise que ça bug. Il y a même des clients, vous le savez. Il y a même des clients qui nous posent la question, est-ce qu'il faut dire en interne que Sylvie ou monsieur ou madame est manager de transition? Est-ce qu'il faut le dire ou il ne faut pas le dire? Oui, bien sûr, il faut être transparent, il faut annoncer que ce monsieur, cette dame est manager de transition et est là pendant une période limitée dans le temps, ce qui rassure tout le monde. On a un problème, on essaie de résoudre ce problème. On n'a pas vocation à rester dans l'entreprise, pas du tout. Et ça, c'est important de le répéter aussi. Je suis de passage, rassurez-vous, votre vie reprendra. Je suis là pour vous aider à mettre en place. C'est Super Nanny, qui vient dans la famille, Oui, c'est un peu ça, mais ça rassure tout le monde et du coup, le positionnement est beaucoup plus clair. Clairement. C'est-à-dire qu'on leur dit, moi, je suis pas là pour prendre votre job, je suis là pour vous aider à ce que vous le viviez mieux, à ce qu'il se fasse mieux, à ce que l'entreprise, vive mieux ce projet et qu'on mette en place les choses. Et une fois que c'est fait, vous inquiétez pas, je vais m'en aller. Et puis, vous allez profiter de tout ce qu'on a fait, mais moi, je serai plus là. Vous êtes dans la co-construction, dans la construction ensemble. Ça, c'est vrai quand ça marche très bien. J'ai vu quand même, c'est un détail, je sais que Delville, vous avez été interrogé dans une étude qui a été publiée récemment, qui est une étude assez riche d'ailleurs, et dans laquelle le marché dont Delville était interrogé, sur les suites à donner à un contrat. Alors quand ça marche très très bien, il y a le CDI, et vous dites, nos chiffres disent l'inverse. Je crois qu'il y en a 3 sur 4 qui refusent le CDI. Vrai ou pas vrai? Quand ça marche très bien, on se dit, mais après tout, moi je vais le garder ce cadre. On a mené une enquête, on a interviewé. Et vous avez fait votre enquête. 1300 managers de transition. Sur les 1300 managers de transition professionnels qui ont déjà fait des missions, il y a 75%, 3 sur 4, qui disent, si un CDI se propose, je ne sauterai pas sur le CDI. Parce qu'il faut poser la question à Sylvie. Ils souhaitent conserver leur liberté, leur champ d'action. C'est ça qui est... Je vous la pose cash, parce qu'on va parler un petit peu d'argent. C'est vrai que c'est quand on appelle des urgentistes ou des soldats d'élite, faut les payer. C'est pour des raisons de confort personnel, c'est pour des questions financières, c'est parce que ça vous permet d'avoir un rapport différent à votre travail? Oui, et puis, encore une fois, moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un vrai choix d'être indépendante. Je rentre complètement dans ce cadre-là. C'est-à-dire que moi, depuis 9 ans,
j'ai, on va dire, environ 2 missions sur 3 Où on propose derrière où derrière on m'a proposé un CDI. Je les ai tous refusés. la classe. À peu près. Ah, on est voilà. Oui, parce que ça se passe bien. Parce que ça se passe bien, parce qu'il faut prolonger les missions. Il y a moyen de prolonger, je dirais, la méthode, l'organisation qu'on met en place. Je les ai refusés. Je les ai refusés parce qu'effectivement, si j'ai fait ce choix de la liberté, c'est pour avoir aussi la possibilité de choisir, entre guillemets, alors ça peut paraître prétentieux de le dire comme ça, mais de choisir les missions. C'est-à-dire que, par exemple, je n'irai pas sur des missions qui, entre guillemets, pourraient être vouées à l'échec. Parce qu'on ne nous laisserait pas la liberté d'expression, la liberté d'organisation. Donc vous avez besoin quand même en backup d'avoir des informations précises pour savoir si vous y alliez. C'est un peu comme une mission militaire. Hein. Vous dites, attendez, la cible, elle est intouchable, donc j'irai pas, quoi. Ah oui, voilà. Voilà, mais c'est une réalité. C'est comme quand on est sur une zone de guerre. Oui, ça m'est arrivé de refuser des missions où je savais, on me l'avait annoncé très clairement, que l'organisation était immuable, que les moyens étaient immuables, et en gros, fallait, je vais caricaturer, faire l'impossible, avec rien. Fallait construire une usine avec un de boulons, c'est ça. Donc, on est dans une lame de fond où pas mal de gens, et ça touche les... C'est sociologique quand même. Exactement. Les managers, les cadres dirigeants disent, moi je préfère avoir un client qu'un patron. C'est donc un autre rapport au travail. Et c'est un autre rapport au travail. Et c'est ça l'essor du management de transition. Aujourd'hui, il est là. Excusez-moi pour être extrêmement juridique, puisque vous avez vu qu'on a des avocats qui chaque jour viennent, peut-être qu'un jour on traitera cette question. D'ailleurs, le rapport de subordination, lorsque vous envoyez un de vos mercenaires ou un de vos managers de transition, il n'y a plus de rapport de subordination. Comment ça se passe juridiquement ? Alors, il y a un rapport de subordination. Juridiquement, il y a 2 contrats. Il y a un contrat qui est fait entre le manager de transition ou la société du manager de transition. Parce qu'il est indépendant. Exactement. D'accord. Parce qu'il a sa propre société. Et donc, il y a un contrat qui nous lie, nous, Delville Management, avec le manager de transition, et un contrat qui nous lie avec le client final. Mais c'est un rapport de contrat, ce n'est pas un rapport de contrat de travail. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, le lien de subordination, il n'existe pas. Pas. On est bien d'accord. Donc, ce qui donne psychologiquement quand même une autre attitude quand on s'implique dans une réunion. Bien sûr. On a moins l'impression, quoi. On se dit, je peux y aller parce qu'après tout, je suis indépendante. On a une autre liberté de ton. C'est-à-dire c'est ça la force du management. On n'est pas salarié du client. Donc, on n'a pas non plus cet affect. Je dirais que tout salarié peut avoir. On s'accroche à sa boîte. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, on garde cette hauteur de vue qui est vraiment nécessaire sur des projets très utile et même indispensable. C'est-à-dire que justement, un salarié va souvent, et c'est humain, c'est juste humain. Même celui qui veut garder cette hauteur de vue, au bout d'un certain temps, il est un peu englouti. Bien sûr. C'est vrai. Et c'est aussi pour ça qu'on choisit de prendre des managers de transition. Et avec un suivi qui est réalisé par le cabinet. Si Sylvie Cavillon elle a un souci en mission, ce n'est pas arrivé, mais ça, attention, c'est un message, Sylvie, attention. On n'est pas à l'abri. Le patron, mais ça peut arriver de temps à autre. Et on est là, nous on assure le suivi de mission. Donc tous les mois, donc vous avez réunions tripartites avec le manager, avec le client. Oui, il y a des moments ça doit compliquer pour vous aussi. Vous avez l'appel téléphonique, on vous dit que le manager de transition, il n'arrive pas à s'impliquer ou qu'il y a eu des tensions en réunion. J'imagine que tout ça vous remonte. Bien sûr, bien sûr. Et donc on est un peu la bouée de sauvetage, si je puis dire, ou externe en plus à l'entreprise. Donc on peut permettre, en gardant cet œil extérieur au contexte de l'entreprise, on peut être facilitateur dans les relations entre le manager de transition et le client. Donc on a un vrai rôle à jouer, nos cabinets, dans le suivi. Oui, parce qu'il y a quand même, ça joue sur un triptyque. C'est un trépied cette affaire. Et vous savez que si vous avez un bug, une difficulté, automatiquement vous avez un backup téléphonique ou de visuel. C'est ce que j'apprécie avec Delville. Effectivement, c'est que ils sont là, quoi. Voilà, ils font confiance à leur manager, c'est-à-dire qu'on est en parfaite autonomie. Mais s'il y a problème. Mais on le sait. S'il y a un problème, on décroche le téléphone et dans la journée. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et c'est ça aussi qui est appréciable. Ça rassure, hein. Vous dire, ne t'inquiète pas, je vois ton problème. Et vous faites, j'imagine, repasser par le niveau direction, la gestion du problème. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Où on organise un point tripartite avec le manager pour poser le jeu, le client
Souvent, on est sur des non-dits, ou on est sur des... Beaucoup de psychologie. Hein. Exactement. Oui. On est toujours sur de la psychologie. Donc Qu'on fasse des yaourts ou des pare-chocs de voiture, quand les pièces ne sortent pas de l'usine, c'est pas que les machines ne marchent pas. Hein. Non. C'est que les hommes entre eux... C'est que les hommes ne communiquent pas suffisamment. C'est systématique. C'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs, parce qu'on accuse toujours les algorithmes et les machines. En fait, le problème en amont, c'est les hommes. Exactement. C'est eux qui n'arrivent pas finalement à... Ils ne se sont pas autoprogrammés. Hein. Exactement. On ne dit jamais assez ça sur l'IA. 40 clients par mois avec l'arrivée de cette crise Covid. Donc ça, on est presque depuis 1 an dans cette crise. Ouais. Elle impacte tout le monde dans vos quotidiens de salariés ou de dirigeants. Quels sont les types de demandes là aujourd'hui? C'est quoi les typologies de demandes? Parce que c'est intéressant, ça a dû évoluer, j'imagine. Alors pour être précis, c'est 40 demandes clients, mais c'est pas forcément 40 missions qui démarrent. Ce sont des prospects potentiels. Voilà, parce que une fois sur 2 ou 2 fois sur 3, le client nous dit finalement merci beaucoup, mais on va se débrouiller par nos propres moyens. Pourquoi? Parce que trop cher? Parce que si Non, parce qu'on a un rôle quelque part d'urgentiste, de roue de secours, et qu'on accepte de jouer. Hein. Et donc vous acceptez que le client vous dise bah non, j'ai trouvé la solution en interne. Exactement. Et donc qui se débrouille par ses propres moyens. Maintenant, l'impact de la crise sur le développement du management de transition, il est majeur, mais il n'est pas majeur parce qu'il y a la crise. Il est majeur parce que la crise perturbe la vie normale des entreprises. Bah oui. Et donc, il y a des transformations et donc, il y a des projets. Je le disais tout à l'heure, on est en 2019, on a fait 30 ou 35% de croissance par rapport à 2018 et on était en pré-Covid et il n'y avait pas du tout la crise. Il y avait plutôt de l'hypercroissance. Il y avait beaucoup de projets de transformation chez nos clients. Mais les typologies, c'est quoi? On cherche du DRH, on cherche du DAF, on cherche du spécialiste en informatique, en organisation qui change les... On cherche quoi aujourd'hui? Quel est le produit, excusez-moi, sur votre étagère Delville, quel est celui qui est le plus recherché? Alors, en un mois... permettez-moi de dire le mot produit. Oui, bien sûr. En un mois, tout a changé du tout au tout. Bah ouais. On était pré-Covid sur des directeurs généraux pour développer des pays, lancer de nouveaux produits, de nouveaux marchés. On était sur des directeurs financiers pour aller lever des fonds pour financer cette stratégie de croissance. Et on était sur des DRH qui étaient là pour mettre en place des plans de recrutement massifs, des plans de... Donc c'était plein soleil, pour conserver les talents dans l'entreprise. Plein soleil. De projets de fusion, d'acquisition, voilà. Et ça bascule. Et puis, un mois après, on se retrouve avec des besoins de directeurs généraux où finalement tel pays il faut le fermer parce que c'est pas rentable. Donc là c'est plus compliqué. C'est plus les mêmes profils. Les directeurs financiers, c'est est-ce qu'on va être capable de payer les salaires du mois de juin ou du mois de juillet. Donc il nous faut un plan de trésorerie à la semaine. Ce n'est pas les mêmes compétences. Ce n'est pas les mêmes compétences. Et sur les DRH, évidemment, une des options, c'est de dire on va adapter la voilure de l'entreprise à notre carnet de commandes. C'est la crise. Exactement. Et donc, il va peut-être falloir qu'on fasse un plan de sauvegarde de l'emploi. Combien ça coûte? On ne le sait pas. Et donc, on accompagne nos clients aujourd'hui sur ces compétences-là. Avant de nous quitter, je voudrais quand même qu'on précise une chose, parce que quand je m'étais penché sur le management de transition, on en avait déjà parlé dans l'émission Smart Job, je m'étais dit au départ, c'est des cost killers. En fait, dans votre sondage, on découvre que cette question de la restructuration des entreprises, il arrive, je crois, en 4e position dans votre sondage. Ce n'est pas le premier motif de venue des cadres. Ce n'est pas votre mission. Votre mission à vous, c'est de porter un projet et d'être dans du positif. On est bien d'accord. Non, mais c'est important de le dire. Parce que... D'ailleurs, la mission dans laquelle a été, une des 2 missions dans laquelle a été impliquée Sylvie pour nous, c'est dans une entreprise qui est passée en l'espace de 4 ans à moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on n'est pas du tout sur de la réduction de voilure. On est d'accord. On est sur... Non, mais faut le dire. Ça s'envole vite. On gère de l'hypercroissance, on gère des projets, et donc on a besoin de quelqu'un pour gérer ces projets industriels. Delville, venez nous aider, et nous on implique Sylvie, c'est comme ça que ça s'est fait. Oui, c'est ça. Delville, venez, Sylvie arrive avec son ambulance et son gyrophare. Vous faites quoi quand vous n'avez pas de mission? Parce que justement, c'est intéressant, quand on est salarié, on se dit je vais avoir 20 ans de carrière, j'ai mes vacances, tout ça est un peu réglé comme du papier à musique. Là, c'est très différent. Vous faites quoi en ce moment? Elle passe à la télé. Elle passe à la télé, parce que j'ai une bonne chose, un peu de temps pour venir parler. Écoutez, on prospecte évidemment, et puis moi personnellement j'en profite aussi pour me former, pour continuer à me former. C'est quelque chose, c'est un point que j'avais vraiment à cœur quand j'ai démarré. Je me suis dit tous les ans, je fais une formation, alors en complément de la mission ou dans les intermissions. Donc j'en profite pour me former. Pour rester au top. Exactement.
Exactement. Et puis sur des sujets parfois un peu différents, mais qui touchent des sujets plus organisationnels, des sujets Donc j'en profite pour me former. Et vous ouvrir sur d'autres champs peut-être qui ne sont pas vos compétences premières. Alors, ce qui ne sont pas mes compétences premières, où je n'avais pas fait une formation initiale, je pense par exemple à la conduite du changement, qui est malgré tout mon quotidien. Ah oui, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, en fait. Voilà. Donc je suis passée de la pratique, je suis revenue à la théorie, j'en ai profité pour me faire une formation. Et puis une mission de transition, un dernier mot, Patrick. Ça démarre à 120% du temps. Donc les managers de transition, ils sont à fond dans leur mission. C'est très prenant. On lève pas le pied. Et ça dure 9 mois. Et c'est très prenant. Donc les managers, à la fin de leur mission, ils aiment bien avoir un moment... on redescend. Un sas de décompression avant de reprendre une nouvelle mission. Oui, parce que la pression est forte, parce qu'il y a du résultat. Je pense j'imagine que vous signez des contrats sur le résultat aussi. À un moment donné, on l'indexe au résultat. Et les enjeux sont importants pour les clients. Donc on les prend forcément très à cœur. Et on s'investit effectivement à 200%. Merci. Un dernier mot, allez-y, je vous ai coupé la parole. C'est même les 2 points qui sont liés à faire appel au management de transition. C'est l'urgence de mettre en place un manager. J'ai besoin de quelqu'un... 72 heures, j'ai bien retenu. Exactement. Et j'ai besoin de quelqu'un lundi prochain pour me débrouiller mon problème, moi client. Et l'enjeu est important. Ou dit autrement, le risque de ne pas faire est Oui, il y a des enjeux financiers et des enjeux humains. Exactement. Dans le cadre du contexte de crise Covid, qui n'est pas du tout le même contexte, on l'a vu, que lorsque les voiles étaient évidemment, partaient au vent, comme ceux qui vont arriver d'ailleurs pour le Vendée Globe, ce qui n'a rien à voir avec notre sujet. Patrick Abadie, merci d'être venu sur le plateau. Merci de votre président, cofondateur de Delville Management, c'est une entreprise qui a le vent en poupe pour filer la métaphore maritime. Merci à Sylvie Cavillon d'être venue nous parler de sa propre expérience de manager de transition indépendante. C'est important, vous y tenez beaucoup, cette espèce de liberté. Voilà, la liberté, c'est très important. Chef de projet informatique et projet transverse indépendante dans l'industrie. Exactement. Merci à vous, merci. L'émission n'est pas terminée, vous allez rester encore quelques secondes avec moi. Ces fenêtres sur l'emploi, c'est avec Thierry Bismuth, on va s'intéresser à, vous savez, ces candidats qui sont les meilleurs. On est sûr d'avoir trouvé le meilleur. Et puis en fait, il se ramasse totalement à l'entretien. Il va nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter, justement. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth, toujours avec des histoires intéressantes, concrètes. Là, c'est vraiment intéressant parce que Thierry, vous allez nous parler de... Vous qui êtes recruteur, évidemment, Odyssée RH, faut-il que je vous présente. Le recruteur a son candidat, c'est le meilleur. C'est pas un bon, c'est le meilleur. Vous êtes sûr de lui, et puis là, patatras, ça ne marche pas, il s'effondre. Racontez-nous. Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, effectivement, on pourrait presque titrer ça trop de pression au jeu tue le plaisir du jeu. Une anecdote qui a eu lieu la semaine dernière. Je suis ancien recrutement chez un client. Je prévois de recevoir 6 candidats. Les candidats arrivent et puis à un moment donné, mon numéro 1, pas le premier, le meilleur, mon chouchou. La perle rare. Ouais. Et on a tous un chouchou en recrutement, il faut l'avouer. Alors, allez pas le dire à mes 4 enfants, mais c'est aussi vrai en recrutement, on a toujours un chouchou. Et mon numéro 1, mon meilleur, il arrive et il coche tous les critères. Il remplit la fiche de poste du client, on a ça en commun. Il a un tempérament de feu, il sait expliquer son parcours comme un storyteller et on sait que dans un métier comme dans l'autre, c'est important. Il a également une motivation qu'il est capable de démontrer. Bref, le job est fait pour lui. Lui, c'était lui qui allait prendre le poste. Et j'adore faire quelque chose, c'est que je vais toujours chercher mes candidats à l'accueil. C'est une question de principe pour moi. Je vais les chercher en salle d'attente et j'adore ces 2 ou 3 minutes. Juste avant qu'ils rentrent. Entre la salle d'attente et le bureau du recruteur, j'ai 2-3 minutes avec eux. C'est juste avant d'entrer en scène, quoi. L'ascenseur, l'escalier, le couloir. Et je me mets un point d'honneur de discuter avec eux pendant ces 2-3 minutes. D'abord parce que parfois ça fait une demi-heure qu'ils attendent. Et donc il faut les remettre un peu en bouche. C'est vrai, comme au théâtre. Et oui, exactement. Et puis par ailleurs, parce que avec ces 2-3 minutes, je vois tout de suite dans le rythme de la voix. Comment il est, comment. Et alors, votre meilleur? Justement, en temps normal, effectivement, les candidats me permettent de confirmer ce que j'ai vu la veille, parce qu'on les a vus en entretien. Et pas là? Il s'effondre. C'était pas du tout la star que j'avais. Voix blanche, bouche. Exactement, il était timide, il était mal emprunté. Je reconnaissais pas du tout ma star. Alors, si c'est sur un profil de comptable, de chef de projet, ça va. On peut comprendre qu'en entretien, il sera. Je suis d'accord. Mais pas un commercial. Parce que les questions qu'on pose en recrutement à un candidat commercial sont très similaires à celles qu'on va poser à un vendeur. Il est challengé en tout cas en entretien. Pourquoi toi et pas mon concurrent, ton concurrent? Qu'est-ce qui fait que tu es plus cher que les autres? Qu'est-ce qui te rend singulier? Si on regarde bien, il y a beaucoup de questions qui ressemblent à un acte de vente quand on est en entretien. Donc quand un commercial rate son entretien d'embauche, c'est très dur à pardonner.
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, trop de pression. Comment vous l'avez décrypté à l'issue de cet entretien? Vous lui avez dit, mais attends, tu étais excellent. Et puis patatras, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, il y a un débrief derrière. Ouais, c'est d'autant plus important qu'en général, quand on a un chouchou, on dit toujours au client, avant d'aller chercher, tu vas voir ce que tu vas voir. Là, je leur avais vendu Copacabana, on avait la plage Normandie en Là, vous passez un peu pour un imbécile au passage. Alors, voilà, donc- Thierry, c'est pas le même. La vérité, c'est qu'il avait trop envie du job. Il avait trop envie de ce job, il était fait pour lui, il en avait trop besoin aussi, et il en avait tellement envie. Vous savez qu'il a raté son penalty. Alors, c'est pas très visuel, mais Non. vous savez, c'est ce fameux joueur en Coupe d'Europe, il a un penalty, il l'a mis 100 fois, et le jour de la finale, il le rate. La palanca. Et voilà, c'est pareil en fait. Ça faisait plusieurs mois qu'il attendait ce job. Ce job était fait pour lui. C'était d'ailleurs beaucoup réservé pour cet entretien. Donc pour lui, c'était le job important. Le sportif de haut niveau qui a tout mis. Ouais, et c'est parce que c'était le job de sa vie qu'il l'a laissé passer en vérité. Qu'est-ce qui en est ressorti? Mauvaise expression, mauvais rythme, mauvais feeling? Alors tout est vrai là-dedans. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que lorsque vous savez que vous allez en entretien pour le job de votre vie, vous passerez à côté. Et que donc la meilleure façon de faire, c'est d'avoir des entretiens avant, 4, 5, 6, d'avoir aussi des entretiens après, parce que le fait que cet entretien soit noyé dans un volume, ça n'est plus le jour J, c'est un jour comme les autres. Il faut du temps de jeu aussi, il faut du temps de jeu, comme pour un sportif. Alors comment est-ce qu'on va provoquer justement ce temps de jeu avant et justement aussi après l'entretien? C'est important que ce ne soit pas seulement l'aboutissement d'un processus, mais un entretien parmi tant d'autres. Il faut, et ça c'est un conseil que je donne aux candidats, certains recruteurs m'en voudront, il faut postuler un certain nombre d'offres, à un maximum d'offres. Des offres qui sont peut-être pas tout à fait celles qu'on voudrait. On chauffe quoi. Des entreprises qui nous plaisent pas trop, des postes qui sont un peu en dessous de ce qu'on pourrait faire, des salaires qui nous... Patrick Abadi dit oui de la tête, enfin vous êtes d'accord? En tant que recruteur, ça ne va pas lui plaire, mais... On a exactement le même problème. Il faut quand même... Cadre dirigeant, quand vous êtes directeur général, vous êtes là pour diriger. Quand vous êtes directeur financier, vous êtes là pour faire de la finance. Quand vous êtes DRH, vous n'êtes pas formé pour passer des entretiens. Or, vous passer un entretien, ça va durer 20 minutes. Votre temps de parole sur 1h30 va durer 20 minutes. Sur ces 20 minutes-là, le recruteur va juger si vous êtes la bonne personne. Vous n'êtes pas la bonne personne. Mais c'est pas votre job, c'est pas votre métier. Vous n'êtes pas formé pour passer des entretiens. C'est d'ailleurs marrant parce que les DRH... c'est comme le vélo, c'est la préparation. C'est la préparation, c'est comme dans le sport. C'est ça, c'est le sport. N'économisez pas votre temps, n'économisez pas vos efforts quand vous êtes candidat. Provoquez des échanges, même s'ils ne correspondent pas totalement. Ce qui permet de mouliner ces éléments de langage, de se chauffer, quoi. Rimbaud disait, usez vos bottines au caillou des chemins. C'est-à-dire, n'hésitez pas à vous entraîner pour que le jour J ne soit qu'un jour comme les autres. C'est à cette condition que vous réussirez. C'est un excellent conseil. Vous êtes d'accord avec ces conseils-là? 200% d'accord. 200%. On dit même que la pression qu'on se met est au numérateur, un quotient, si vous voulez, entre la préparation. Plus la préparation est importante et moins vous avez de pression. Et de l'autre partie, à de baisser justement cet enjeu, de considérer qu'il n'y a pas d'enjeu. Exactement. Une des façons de le faire, c'est que ce ne soit qu'un entretien parmi tant d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu se dilue, se réduit parce qu'il est noyé dans un certain nombre d'entretiens et donc on n'en voit plus, finalement, il n'est plus placé trop haut par rapport aux autres. Après, c'est aussi le rôle de l'intermédiaire, et je finis par cela, justement de faire baisser la pression avant, mais aussi pendant l'entretien. C'est aussi le rôle du tiers, parce que c'est aussi un enjeu pour le recruteur, et donc c'est de faire baisser cette pression de part et d'autre, de mettre un climat de confiance pour que de part et d'autre, la pression descende. Thierry, merci. Juste d'un mot, la résolution de notre histoire qui est un peu triste. Finalement, il a été embauché ou pas, ce garçon? Non, il n'a pas été embauché du tout. En revanche, il a bien vu effectivement ce qui n'allait pas. Et pour les prochains entretiens, on est en train de le préparer parce que c'est un très bon candidat qui a raté sa vente. Oui, c'est ça. C'est un peu le problème de ceux qui passent le bac. Ils ont été très bons toute l'année, puis ils arrivent à l'oral. Et puis patatras, c'est un vrai sujet. Et pourtant, c'était de bons élèves ou de très bons élèves, ce qui est un vrai débat sur le contrôle continu. Merci à Patrick Abadi de nous avoir accompagnés jusqu'au bout d'Elville Management. Merci à Thierry Bismuth, Odyssey RH. Vous étiez un petit peu en famille sur ce plateau, évidemment. Vous connaissez ce sujet. Et le bateau filait droit. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Elisa Bernardo pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Margot. Merci à Caroline. Merci à tous ceux qui m'aident à préparer cette émission. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain en direct. D'ici là, portez-vous bien. Restez fidèles à nos programmes. Bye bye. À demain.